plus de temps que prévu. Heureusement, vous avez dit vous-même que vous comprenez les obligations que nous avons, qui font que on pense finir de régler les urgences avant de commencer les rencontres, surtout que beaucoup d'organisations souhaiteraient être reçues par le chef du gouvernement. Et comme on dit, tard vaut mieux que jamais. Et la rencontre d'aujourd'hui vient à point nommé. Parmi les organisations représentatives aujourd'hui des communautés de notre pays, je pense que Djinna Dogon occupe une place de choix parce que votre organisation, comme vous l'avez dit, a vocation de protéger et de défendre la culture Dogon, qui est la culture de tous les Maliens. Et vous avez bien dit que, en principe, c'est une organisation dont tout le monde doit être membre, parce que c'est une vieille culture qui fait partie du patrimoine commun des Maliens. Et au moment où nous parlons de refondation, où le président de la transition le répète régulièrement au gouvernement, on ne peut pas reconstruire le Mali sur des bases solides sans puiser dans l'histoire et la culture de notre pays. Et lorsqu'on dit puiser dans l'histoire et la culture de notre pays, je crois que la culture et l'histoire de la communauté Dogon fait partie des cultures de référence pour le Mali. Vous avez dit qu'il y a même des Européens qui sont membres du Djinna Dogon. Pourquoi? Parce que c'est la nature de la culture Dogon, son importance, sa profondeur et toute la charge philosophique que cette culture emporte, qui fait qu'au-delà du continent africain, beaucoup de personnes de culture voudraient s'inspirer ou connaître au moins un peu plus la culture Dogon. Et donc l'ensemble des Maliens en est fier. Vous avez très heureusement rappelé que lorsque nous parlons de la souveraineté, de l'indépendance du Mali, on ne peut pas ne pas nous rappeler la résistance des peuples de notre pays à la pénétration coloniale, donc à la soumission à d'autres puissances. Et nous rappelons cela à sa société pour dire que le Mali actuel, qu'on appelait le Soudan, est le territoire sur lequel l'armée coloniale a passé plus de temps avant de s'imposer par les armes. D'autres pays ont été colonisés en 6 mois, en quelques années. Pour ce qui concerne l'actuel territoire malien, du 22 septembre 1878, donc la bataille de Saboussiré, au 20 mai 1916, sinon en juin 1916, avec l'assassinat de Firoun, l'État colonial et son armée ont passé 38 ans de guerre pour pouvoir soumettre par les armes les populations. Mais malgré
que l'ex-puissance coloniale s'est imposée par les armes, les populations du Soudan, du Mali aujourd'hui, n'ont jamais accepté la sujétion. On est un peuple réfractaire à la sujétion. Et les résistances ont continué. Celle dont vous parlez, la révolte célèbre de Talbi de 1920, fait partie des dates de référence quand on veut parler de la résistance de notre peuple à la pénétration et à la domination coloniale. Et au moment où nous voulons reconstruire un Mali nouveau, le soubassement solide que nous voulons construire doit être assis sur un certain nombre de valeurs, de données historiques, de certains éléments de notre mémoire collective. Et dans ce sens, on ne peut pas ne pas réserver une place de choix à la résistance du peuple dogon. Et récemment d'ailleurs, dans le processus de réhabilitation des grandes figures et des grandes actions à portée historique de notre peuple, le président de la transition a souhaité que le ministère de la Culture, le ministère de la Réconciliation et le ministère de la Refondation recensent l'ensemble des héros qui incarnent la grandeur de notre peuple sur l'ensemble du territoire national. Recense l'ensemble des hauts faits qui peuvent servir de référence aujourd'hui à la nouvelle armée que nous sommes en train de construire, pour que des faits à caractère historique, patriotique, des chansons patriotiques, des poèmes patriotiques soient désormais rédigés et chantés pour que la nouvelle génération puise sa force morale dans l'histoire de notre peuple. La mise en œuvre de cette orientation du chef de l'État, naturellement, nécessitera la contribution de qualité de tous ceux qui vivent dans cet espace qui se réfère à la culture dogon, sachant bien que dans cet espace, il y a d'autres groupes sociaux et ethniques, pour que chaque composant de notre peuple, chaque groupe ethnique, chaque région, chaque localité se retrouve dans la nouvelle écriture de l'histoire de notre pays. Et donc, dans la mise en œuvre de cette volonté du président de la transition, nous comptons sur vous pour que vous aidez le ministère de la Culture, le ministère de la Refondation, le ministère de la Réconciliation à apporter votre contribution, votre part d'éléments pour construire cette nouvelle histoire de notre pays. Disons, pour construire cette nouvelle version, parce que celle que nous avons jusqu'ici, c'est celle qui a été écrite par les colons. Il faut qu'on écrive notre propre histoire, que nous enseignions notre propre histoire à nos enfants, à nos petits-enfants, qui vont puiser chaque fois dans l'histoire de la nation les références morales pour les guider dans la construction du Mali nouveau. Deuxièmement, Monsieur le Président, vous avez parlé du sentiment de dignité, de fierté retrouvée des Maliens. Je pense que cette sensation, j'allais dire ce sentiment, les Maliens le doivent d'abord à eux-mêmes et au président de la transition. C'est le même peuple en réalité. Grand chose n'a pas changé.
c'est la même armée. Il y a quelques années, il y en a qui se permettaient, même des hommes politiques, même des hauts responsables, se permettaient des anecdotes du genre « les militaires maliens fuient ». Il y a quelques années, il y a des hommes politiques même qui se hasardaient à le dire. J'ai même entendu un ancien haut responsable dire que l'armée malienne n'est bonne que pour les coups d'État et les défilés. J'ai entendu ça. J'ai entendu aussi des responsables aller devant des institutions étrangères dire qu'au Mali, il n'y a pas d'armée, dès que vous tirez, les militaires fuient. Pourtant, c'est les mêmes militaires dans le même pays qui sont en train de défier aujourd'hui tous les obstacles imaginables, qui sont d'une combativité exemplaire, qui sont en train, comme le dirait l'autre, en train de terroriser les terroristes. C'est les mêmes militaires, c'est le même peuple, c'est le même territoire, c'est les mêmes circonstances. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. C'est parce que notre armée a un nouveau chef suprême des armées qui imprime sa marque à la marche de l'armée, qui imprime sa marque à la marche générale de la nation. C'est donc dans ce sillon que nous évoluons. C'est pourquoi je dis souvent aux uns aux autres que tous les discours majeurs que nous tenons, tous les propos majeurs que nous tenons sont inspirés par les choix et les orientations du président de la transition. Et donc ce sentiment, comme je le dis, les Maliens le doivent à eux-mêmes d'abord et au nouveau leadership. Il est vrai que lorsque la haute direction du pays a le sentiment que ses choix sont soutenus de façon forte, déterminée, engagée, résolue, ça lui donne lui aussi plus de courage et plus de conviction pour aller plus loin. C'est tout ce que nous faisons. Les propos qui vous ont tous fait chaud au cœur, c'est des propos qui ont été tenus à partir des orientations du président de la transition, qui lui-même a puisé ses orientations dans la conviction profonde et le sentiment général des Maliens. C'est pour cela que dans ces propos, l'écrasante majorité des Maliens se sont reconnus. Et donc ce que les hautes autorités vous demandent, le président de la transition, le gouvernement, toutes les institutions de la transition, c'est de continuer à soutenir et à faire des bénédictions pour nous. Notre force, je le dis souvent, nos blindés, nos gilets pare-balles, c'est d'abord le peuple. Lorsque le peuple est mobilisé et engagé derrière une direction du pays, c'est la garantie que les bons choix vont arriver à leur terme. Et c'est ce qui m'a fait dire dans certains débats que le destin de la transition s'est joué dans une large mesure le 14 janvier 2022. Lorsqu'après les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, le 9 janvier, à l'appel du président le 10, les Maliens sont sortis massivement, plus que jamais dans l'histoire contemporaine de notre pays, en se mobilisant jusqu'à 4 millions de personnes dans les rues en une journée. C'est ce jour, je pense que le destin de la transition s'est joué. Parce qu'à partir de ce jour, même les adversaires les plus résolus des autorités de la transition ont compris qu'en réalité, ces autorités agissent
et parlent au nom du peuple qui se reconnaît dans leurs actes et leurs paroles. Ce sentiment de dignité que le peuple malien a exprimé ce jour-là, c'est dans ça que nous puisons notre force morale et politique pour tenir la dragée haute à ceux qui, à tort, se trompent, comme je dis, de peuple, d'époque et surtout d'interlocuteurs à la tête du pays. Concernant les questions de sécurité, comme vous le dites à juste titre, il y a beaucoup de poches d'insécurité aujourd'hui. Et les groupes terroristes, dans leur lâcheté légendaire, aujourd'hui s'attaquent aux plus faibles, des villageois sans armes, des forains, des personnes qui vont perdre leurs animaux. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, ils sont dans cette approche lâche parce que toutes les grandes bases terroristes sont détruites sur notre territoire aujourd'hui. D'est en ouest, les principales bases logistiques des groupes terroristes, là où ils s'organisaient, ils avaient leur carburant, leurs munitions, leur nourriture, leurs centres d'expérimentation. Tous ces centres aujourd'hui, dans leur écrasante majorité, sont détruits par notre armée. Ce qui fait qu'ils sont dans la nature, par petits groupes armés, ils tombent sur des villageois sans défense pour les terroriser, pour les faire déplacer, pour créer la psychose. C'est un nouveau défi auquel l'armée va trouver des solutions. Nos officiers supérieurs réfléchissent chaque jour comment faire face à toutes les variantes de la guerre asymétrique à laquelle nous avons à faire face. Aujourd'hui, c'est la stratégie de l'évitement. Ils font tout pour ne pas avoir des affrontements avec notre armée. Ils vont tomber sur les populations civiles dans quelques localités. Et naturellement, la psychose de l'insécurité démoralise les populations, leur fait peur. Pour ce qui est de leur engagement pour aller travailler. Sinon, tout le monde connaît le courage et l'abnégation des populations maliennes et singulièrement ceux de la zone d'Ogo. Donc la psychose de la peur qu'ils veulent s'aimer, c'est précisément à cela que nous devons trouver une solution. Récemment, les populations de Guinée étaient là, je les ai reçues, avec plus ou moins, à quelques nuances près, les mêmes types de revendications. Partout, on a détruit les bases terroristes, que ce soit à Moura, que ce soit dans d'autres localités. Maintenant, ils se dispersent dans la nature et par petits groupes, ils terrorisent les villageois pour les obliger à se déplacer, aller grossir les rangs dans les grandes villes. Comme je dis, c'est un nouveau défi auquel l'armée va trouver des solutions. Parce que, comme je le dis, ils n'ont plus de sanctuaire au Mali aujourd'hui. Ils n'ont plus un territoire qui leur appartient. Aujourd'hui, ils sont en errance, en train de s'attaquer de façon isolée à des populations désarmées. L'armée est en train de travailler pour trouver des solutions. Il est vrai qu'en attendant que la sécurité revienne, les uns et les autres doivent vivre. Qui dit vie, dit eau et nourriture. Et donc sur le plan humanitaire, vous voyez à travers les médias, pratiquement dans toutes les missions que je fais à l'extérieur au nom du président de la transition aujourd'hui, il y a toujours le volet humanitaire. Parce que nous disons à tous nos partenaires qu'en attendant que la sécurité soit totale, les populations doivent boire et manger, même si ça leur fait en tout cas pour survivre normalement. Et ça fait partie de nos priorités aujourd'hui.
Sur le plan humanitaire, vous savez qu'il y a des projets sociaux que le gouvernement fait au titre des populations. Aujourd'hui, presque 85% des forages qui sont prévus dans le cadre des projets sociaux, à partir de la primature, c'est dans la région de Mopti. 85% des forages. Il y en a dans toutes les régions, mais singulièrement, sur les mois à venir, nous allons concentrer notre énergie pour faire beaucoup de forages, en plus de ceux qui sont faits tous les jours par la volonté du président de la transition de façon prioritaire et ciblée. Il y a une grande stratégie de creusage de forages dans plusieurs localités de la région de Mopti. On vient de me dire que c'est pour un montant d'environ 1 milliard, 912 millions exactement, dans la région de Mopti seulement. Parce que nous sommes convaincus que la sécurité dans le pays passe par la sécurité dans ce qu'on appelle le centre, les régions de Ségou jusqu'à Mopti. Lorsque cette zone va être stabilisée, ça va faciliter la stabilisation dans le reste du pays. Aussi longtemps que cette zone ne sera pas stabilisée, le retour de la paix dans le pays sera aléatoire. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les groupes terroristes ont mis en place toute une stratégie d'expansion sur le territoire à partir de 2015. Malheureusement, en son temps, par manque de moyens, manque de vigilance, manque d'anticipation, ils se sont incrustés petit à petit. Et en cette période, contrairement à ce qui se dit ici et là, ils ne faisaient pas le choix entre Peul et Dogon. En 2015, 2016, c'est les notables qu'ils assassinaient de façon indifférenciée. Les notables Peul, les chefs religieux, les imams, tous ceux qui refusaient leur diktat, ils les assassinaient. C'est plus tard qu'il y a eu l'engrenage qui a donné un caractère communautaire. Et donc cette stratégie a marché. Assassiner, terroriser tous les chefs religieux, les chefs de village, les notables, pour avoir une sorte de repli identitaire. La stratégie, c'était quoi? Ils tombent sur un village d'Ogon, ils assassinent tout le monde, ils les tuent, ils font semblant de se réfugier dans les hameaux d'Ogon. Après avoir éliminé tous les chefs dans les zones, de petit à petit, jusqu'à ce que, comme j'ai dit, manque d'anticipation, manque de moyens, manque de vigilance. En un mot, la crise a pris un caractère intercommunautaire. Aujourd'hui, le rôle des autorités, c'est de sécuriser tous les citoyens de notre pays, indépendamment de leur origine ethnique, de leur origine religieuse, de leur appartenance spatiale. C'est ça le rôle des autorités. Et je crois que le travail que vous faites, le travail d'explication, de réconciliation entre les grandes organisations qui se réunissent de temps en temps. Je me rappelle en 2015, au tout début du déplacement du terrorisme vers le centre, les premières victimes, quand ils ont eu lieu, c'est Guina Dogon et Tabital Poulakou se sont déplacés jusqu'au Burkina pour aller les écouter. Revenir dire aux autorités ce qu'elles ont vu. J'étais là parce que moi je suis ces choses-là de façon spécifique. Malheureusement, les appréhensions de ces deux organisations, soit n'ont pas été comprises, en tous les cas n'ont pas été prises en charge de façon attendue ou adéquate dans la gestion de la situation au centre, jusqu'à ce que finalement ça dépasse tout le monde. Comme ils disent en Bambara, Tarakou Boloda, quoi. Et donc aujourd'hui, notre objectif, après avoir détruit les sanctuaires des groupes terroristes, c'est d'aller les chercher partout où ils sont par petits groupes, les affronter directement et amener à la raison. Pour que ceux qui ont été entraînés dans ce mouvement par cupidité, par la force, par frustration, puissent être récupérés et que les noyaux durs qui refusent la paix, que l'État malien l'affronte en plein jour. Et ceux qui acceptent la paix, si c'est des fils du Mali, qui déposent les armes et qu'on discute. C'est ça notre position. Mais il n'est pas question
de marchander avec qui que ce soit l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas négociable. Ça peut prendre des formes diverses, mais à terme, l'objectif du président de la transition, c'est la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. C'est la restauration de l'intégrité territoriale de l'État malien. C'est le respect de la forme laïque et républicaine de notre État. Autrement dit, que chacun exerce librement la religion de son choix. Celui qui veut être musulman, celui qui veut être chrétien, celui qui veut être animiste, celui qui veut être athée, c'est son droit, la Constitution lui en donne les droits et personne ne peut l'obliger à épouser une religion. Voilà le choix du gouvernement actuel. Pour le reste, nous avons besoin encore de votre soutien. Nous avons besoin de votre appui. Nous avons besoin de vos bénédictions. Le gouvernement actuel, sous l'autorité du président de la transition, tire sa principale force du soutien du peuple. Le président a de l'habitude de le dire, tout militaire qu'il est, deux choses. Il dit d'abord, le centre de gravité du pouvoir de transition, ça doit être le peuple. Il faut faire tout pour qu'à chaque instant, quand les Maliens s'interrogent, qu'en grande majorité, ils se disent ce gouvernement est à notre service. Le président le dit toujours. Le centre de gravité du pouvoir de transition doit être le peuple. La deuxième chose sur laquelle le président insiste régulièrement, c'est de dire au gouvernement, même si nous arrivons à occuper tout le pays par l'armée, grâce à la détermination des femmes, au sacrifice de nos soldats, même si nous ferons toutes les réformes demandées, notamment par les assises nationales de la refondation, aussi longtemps que les citoyens ont le sentiment d'injustice, que les citoyens ont le sentiment qu'ils ne sont pas traités de façon égale par l'État et ses institutions, il n'y aura jamais la paix dans le pays. Le président le dit régulièrement. Je répète bien, même si on établit la sécurité par la force armée, même si on fait toutes les réformes demandées, aussi longtemps que le sentiment d'injustice existera chez les citoyens, on n'aura pas réussi notre mission. Ça, c'est des choses sur lesquelles le président de la transition revient régulièrement. C'est des messages à l'endroit des ministres, mais c'est sa conviction profonde que nous voulons partager avec tous les Maliens. Donc, aidez-nous à travers vos soutiens, vos conseils, vos bénédictions à réussir cette mission. Concernant effectivement l'université de Bandiagara, j'ai posé moi-même la question récemment quand on faisait le débat, en disant que si nous annonçons tout de suite la création des universités de Sikasso, Tombouctou et Gao, toutes les régions vont dire qu'ils attendent leur tour. Et le ministre nous a dit qu'il y a un plan stratégique. L'objectif, on ne sait pas si on pourra le faire sous la transition, en tout cas c'est de faire une université dans quasiment chaque région. Pour que toutes les régions du Mali sentent qu'ils ont les établissements scolaires, techniques, universitaires pour prendre en charge le développement. Il est vrai qu'il y a une philosophie qui a été abandonnée à un moment. Vous savez qu'avant 1991, la philosophie du développement de l'école que le gouvernement avait envisagé, c'était de faire des pôles universitaires spécialisés. On maintenait le système des grandes écoles qui a fait la preuve, l'ENI, l'ENA, l'école de médecine, l'IPR, on maintenait,
Maintenant, on faisait des pôles universitaires spécialisés. Ce qui était prévu dans la région de Caille, tout ce qui concerne l'énergie, l'électricité, les mines, la mécanique, c'était la région de Caille. Parce que là-bas qu'il y a les mines, il y a les barrages, ainsi de suite. Donc, un Malien de quelque région qu'il vient, s'il veut se former dans ce domaine, il va dans la région de Caille. Le pôle universitaire spécialisé sur l'agriculture, c'était essentiellement dans la région de Sikasso. Le pôle universitaire spécialisé dans les questions d'élevage, de pêche, c'était dans la région de Morti. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le pôle universitaire des sciences de la nature, des sciences philosophiques, histoire, je crois que si je me trompe, c'était dans la région de Tombouctou. De littérature, de philosophie, ainsi de suite. Le pôle universitaire chargé des questions d'architecture, de génie civil, c'est dans la région de Gao. C'était un peu comme ça que... Bon, mais vous savez, après les changements en 91, on a dit que tout ce qui était là, entre parenthèses, la dictature, on a changé. Maintenant, il y a une nouvelle philosophie. On a fait un long débat ici. Est-ce qu'on aura les ressources humaines pour animer les universités dans toutes les régions? Est-ce qu'en faisant le système de pôle universitaire spécialisé, ce n'est pas mieux? Mais nous avons trouvé les projets d'université de Sikasso et des régions du Nord suffisamment avancés. Et il s'agissait de prendre la décision politique de leur création. C'est ce qui tardait. Je me suis personnellement interrogé sur le cas de l'université de Bandiagara, dont je me suis rappelé qu'on a posé la première pierre. La réalité, c'est que la première pierre a été posée sans que les conditions préalables ne soient réunies. Je pense qu'il y avait une volonté politique, il y avait beaucoup plus une opération de communication et la volonté des ressortissants même de Bandiagara. Parce que je crois que même toute l'opération a été financée par un ressortissant de la zone qui avait vraiment envie de prendre date. Mais le gouvernement lui-même n'a pas préparé, n'a pas mis en place les préalables, c'est-à-dire les études, tout ce qu'il faut. En tout cas, c'est l'information qu'on m'a donnée. En tout état de cause, il est prévu qu'après Tombouctou, Sikasso et Gao, partout où des universités étaient prévues ou doivent être créées, le ministère de l'enseignement supérieur va travailler là-dessus. Parce que c'est une revendication de toute façon qui viendra de toutes les régions. Donc il vaut mieux prendre les devants et commencer après Tombouctou, Gao et Sikasso à prendre le cas d'autres régions. Certainement en ce moment, la région de Bandiagara, dont l'apport de la première pierre a été déjà faite, l'université, je répète, la sécurité. 1. 2. Les réformes politiques et institutionnelles. 3. La lutte contre l'impunité et la corruption. 4. Bien, 3e, la mise en place d'un organe unique indépendant pour minimiser les risques de contestation des élections. Et 5. La mise en œuvre de l'accord en veillant à préserver l'unité du pays, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire, la forme laïque et républicaine de l'État, qui ne sont pas négociables. Tout reste peut se négocier entre Maliens. Dans ces revendications-là, si vous voyez, la trame de toute l'action du gouvernement, c'est la mise en œuvre de ces revendications. Tous les blocages que vous voyez là, c'est parce qu'il y a une partie de la classe politique et la communauté internationale qui ne voulait pas de ces réformes. Ils disent il y a une transition, organiser les élections pour avoir un gouvernement légitime. Nous avons dit de faire attention. Une transition doit résoudre les problèmes qui sont à la base de sa survenue. La transition malienne n'est pas survenue uniquement à cause des problèmes d'élection. Ce qui a délégitimé le pouvoir, c'est les questions de sécurité. Donc si on ne les règle pas, même si on met notre pouvoir, il va tomber 6 mois après. La transition est survenue parce que les Maliens exigent des réformes politiques et institutionnelles. Depuis des années, 3 présidents se sont succédés qui n'ont pas pu faire la réforme de la Constitution.
La transition est survenue parce que les citoyens ne croient pas au système électoral. Elle est survenue parce que les citoyens ont le sentiment que les fonds destinés à leur sécurité ont été détournés. Si on ne s'attaque pas à ces questions pour les résoudre, et qu'on a une approche purement électoraliste, mais depuis 30 ans, on ne fait que des élections. Depuis 1991, on n'a fait que des élections, mais on a eu aussi 3 à 4 coups d'État, sans compter les tentatives de coups d'État. Donc le simple fait de faire les élections ne résout pas les problèmes. C'est ce que nous avons dit à la communauté internationale, qui a dit non avec une partie de la classe politique. Voilà la source du blocage. Mais nous avons fait le choix de façon responsable en disant que nous ne pouvons pas laisser ces revendications du peuple pour satisfaire une partie de la classe politique et la communauté internationale, qui a un agenda manifestement différent de l'agenda du peuple malien. Voici la source des blocages. À la date d'aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'en sortir, parce qu'il n'y a plus de débat aujourd'hui sur le fait que la transition ne peut pas se ramener seulement et uniquement aux élections. Il est admis aujourd'hui qu'il faut faire les réformes, qu'il faut faire avancer la lutte contre la corruption et l'impunité, qu'il faut mettre en place l'organe unique, qu'il faut appliquer l'accord d'Alger de façon intelligente et qu'il faut sécuriser une grande partie du territoire avant d'aller aux élections. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Maintenant, le temps qu'il faut pour cela, le débat est autour de ça. Je pense que dans les jours ou semaines à venir, nos positions sont très proches. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, on n'a jamais été plus proche d'un accord qu'aujourd'hui. Voilà là où nous sommes. Maintenant, là, il faut féliciter le peuple malien, je dis, c'est le soutien. Parce que ce gouvernement, il était prévu qu'en 10 ou 15 jours après l'embargo, il tombe. Il a tenu à cause de 2 à 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la capacité d'anticipation du gouvernement. On a prévu qu'en moins de 2 semaines, on va tomber en panne sèche de tout. D'argent, de carburant, de ceci et cela. Le pays tient à la date d'aujourd'hui, il tient debout, même s'il y a des difficultés. Et on n'a pas moins de difficultés aujourd'hui que sur certains de ceux qui ont pris l'embargo contre nous. La deuxième raison qui a fait que le gouvernement a tenu, et c'est essentiel, c'est le soutien de la population. Si le 14 janvier, les Maliens n'étaient pas sortis, ça n'était fini pour le travail qu'on faisait. Parce que ça voudra dire clairement que la majorité des Maliens n'est pas d'accord ou n'a pas compris ce que le gouvernement veut faire en son nom. Heureusement que pendant 9 mois, nous avons travaillé, nous avons communiqué, nous avons expliqué, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme dit le président, tous les Maliens connaissent la géopolitique. Même dans les villages, les gens comprennent les vrais enjeux. Ils comprennent que les pressions de la communauté internationale, ce n'est pas pour le Mali, c'est pour un autre agenda. Tous les Maliens ont compris. Donc la mobilisation des Maliens le 14 janvier et qui continue et le soutien, voilà les 2 éléments. Comme j'ai dit, l'anticipation du gouvernement, la prévision, parce que gouverner c'est prévoir, et le soutien de notre peuple. Sinon, je suis sûr que parmi vous ici dans la salle, avant l'embargo, peu croyaient qu'on pourrait tenir 6 mois alors que tout est fermé. Peu de gens allaient croire. Et d'ailleurs en Afrique, parce que pour les Africains, on ne peut rien sans l'extérieur. On ne peut rien sans l'extérieur. Or, pour la première fois, je crois dans l'histoire même de l'humanité, on a un pays qui est en guerre et qui augmente les salaires de près de 200 milliards. Pour la première fois, pendant que le pays est en guerre. Depuis 2 ans, aucun pays n'a donné 1 franc d'aide budgétaire. Aucune aide budgétaire. Pourtant, on a tenu. On a acheté plus d'équipements en 1 an que les 30 dernières années réunies. L'armée, la donne a changé. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est l'armée qui a l'offensive. Elle a détruit tous les camps que les terroristes, les centres de commandement
les centres logistiques qu'ils ont installés un peu partout dans le territoire en 9 ans. On a tout détruit en moins de 3 mois. Au lieu d'une croissance négative en 2020, en 2021, on a une croissance de 4,7%. Donc les gens sont en train de se poser la question, mais comment ils ont fait ces gens-là? Comment est-ce qu'ils ont fait? Mais parce que il y a eu de l'anticipation. Nous sommes préparés de longue date. Comme on dit, qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. On s'est donc préparé. Parce que très tôt, nous avons compris que l'affirmation de la souveraineté de notre peuple, de sa dignité, de son indépendance, que le président Assimi Goïta voulait affirmer, ne plaisait pas à beaucoup. Et donc, sous le couvert de l'aide, de l'appui, de la lutte contre le terrorisme, de la communauté internationale, on voulait nous casser. À un certain moment, on a plié, mais on n'a jamais rompu. Et ça aussi, c'est grâce au soutien de la population. Je viens de voir dans la presse que même des organisations liées à des pays étrangers, la fondation Frédéric Ebert, c'est une fondation étrangère qui vient de faire un sondage qu'ils appellent Malimètre. Plus de 80% des Maliens sont d'accord avec cette transition. Ce n'est pas une ONG liée au gouvernement. C'est une ONG qui n'est pas liée au gouvernement. C'est ça la force principale de cette transition. Pourquoi? Parce que nous avons tenu à rester collés aux 5 revendications. Si les Maliens avaient eu le sentiment qu'on a continué à détourner l'argent de l'armée, à payer du vieux matériel, les Maliens n'allaient pas soutenir ce gouvernement-là. Tout ce que nous avons acheté, c'est des équipements neufs de dernière génération. Les vieux équipements d'occasion qui ont été achetés, qui ne fonctionnaient pas, on les a réparés, ils sont sur le théâtre des opérations aujourd'hui. Pourtant, on nous disait qu'il fallait les jeter. Et pratiquement, le coût de 2 anciens hélicoptères d'occasion, augmenté d'un peu plus, on a acheté 4 hélicoptères de bien-être général qui peuvent combattre de nuit comme de jour, sous l'orage, sous la pluie, qui portent des missiles, des bombes. On a acquis ça. Aujourd'hui, nos soldats ne tombent plus en panne de munitions. C'est terminé. Alors qu'avant, on peut envoyer 200 soldats au front. Sur les 200 soldats, il y a peut-être 150 qui ont des armes, il y a peut-être 50 qui n'en avaient pas. Ceux qui avaient les armes, les munitions finissaient vite. Et vous avez une arme, vous tombez en munitions, vous n'avez pas d'arme, vous êtes dans le combat. Qu'est-ce qui vous reste? C'est ce qui me faisait dire souvent que ceux qui se moquent de nos militaires, c'est eux qui ont trahi. Quand vous envoyez les militaires au front, ce n'est pas eux qui achètent les munitions, ce n'est pas eux qui achètent la nourriture, vous les envoyez au front. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas de nourriture. On commence les combats, après une demi-heure, les munitions finissent. Les combats durent 7 heures de temps. L'État n'a pas les moyens d'envoyer des renforts, parce que les moyens aériens appartiennent à d'autres États qui refusent de donner l'autorisation. Nos soldats restent pendant 7 heures de temps. Finalement, on les capture, on les tue. Aujourd'hui, ça c'est terminé. Il n'y a pas un coin du Mali où on ne peut pas faire des projections et des opérations militaires. La preuve, récemment, on a fait à Menaka, lorsque l'IGS a mis son étau à étrangler les mouvements Ngata et MSA, mais c'est l'armée malienne qui allait desserrer l'étau autour d'eux. C'est des opérations que nous menons à n'importe quel coin du territoire sans l'autorisation de personne. Alors qu'avant, même pour survoler certaines parties de notre territoire, il faut une autorisation. On ne peut pas aller secourir des militaires parce qu'on n'a pas les moyens. On demande à des partenaires qui peuvent dire non. Même des simples lunettes à vision nocturne, on ne peut pas les acheter pour notre armée. Ça, c'est terminé. Bon, c'est tout ça qui nous vaut cette campagne de diabolisation de notre État. Mais aujourd'hui, tous les Africains se demandent, mais comment on fait? Ce qu'on fait, l'anticipation, le soutien de notre peuple et les choix, l'idée que le président se fait de son rôle politique et historique à cette phase
de la vie de notre nation. Voilà, j'ai été assez long, mais c'était important parce que, en vous expliquant les choses, c'est-à-dire ce peuple a droit à l'information. Et la mobilisation du peuple est due au fait qu'on a toujours expliqué, on explique toujours ce qu'on fait, on n'a jamais rien caché. Même lorsque je rencontre des délégations étrangères, on est censé parler à huis clos, j'ai dit non, il n'y a pas de huis clos chez nous. Ce que je vous dis là, il faut que les Maliens l'entendent. Donc on le filme, on le met sur les réseaux. Donc tous les Maliens aujourd'hui sont au même niveau d'information. C'est pourquoi on ne peut pas les tromper. Les gens sont obligés de passer par des voies obscures pour déstabiliser le gouvernement. Et là aussi, vous pouvez compter sur les forces de sécurité du Mali pour déjouer tous ces complots-là. Et donc vraiment merci, votre visite d'aujourd'hui nous a fait très chaud au cœur. Ça nous a renforcé dans la conviction que nous devons continuer sur cette voie. Nous sommes en train de renforcer nos stratégies de combat contre les terroristes pour faire face au nouveau paradigme, comme je vous ai dit. Maintenant, ils se dispersent par petits groupes. Lâchement, ils vont attaquer les villageois. L'armée est en train de s'organiser pour y faire face. Et les questions humanitaires aussi, de nourriture et autres, font partie de nos systèmes. En tout cas, merci beaucoup. Et tant que nous aurons votre soutien, le soutien des Maliens, leur bénédiction, nous allons tenir. Parce que c'est une ardente obligation historique et patriotique que nous devons assumer. Mais on ne peut pas réussir sans les Maliens. Et ce que vous venez de faire aujourd'hui est la preuve éloquente que la communauté Dogon, qui a la représentation organisation, en tout cas le Guinée Dogon, est à la pointe du combat pour la restauration de la souveraineté, de l'indépendance, de la dignité de notre peuple dans son ensemble et de la communauté de Dogon en particulier. Merci beaucoup, Monsieur le Président.